Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct vous retrouve ce matin avec le professeur d'université Abdelrahman Mebtoul. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous, merci d'être à Radio M. C'est la deuxième fois que vous nous faites l'amitié de nous rejoindre. Vous êtes très actif, vous êtes un peu un membre de la famille puisque vous écrivez beaucoup sur Maghreb Émergent, le site associé à Radio M. Et vous avez écrit notamment le 1er février, c'est tout récent, un article intitulé « Équilibre macro-financier et macro-sociaux de l'économie algérienne, perspectives inquiétantes ». Avec Hassan Haddouche ici présent, on se pose la question de savoir pourquoi ces perspectives sont inquiétantes. Bon, c'est-à-dire que les données de la Banque d'Algérie, on est passé de 2013 à près de 190 milliards de dollars de réserves de change à 114 milliards de dollars de réserves de change. C'est tout simple. D'accord. C'est une raison d'être inquiet, mais le gouvernement a pour la première fois proposé donc à la fin de l'année 2016 un cadrage triennal de l'évolution de ces dépenses budgétaires et de l'équilibre budgétaire qui nous laisse supposer que les 3 prochaines années, les déficits ne vont pas être du même niveau que ce qu'ils ont été depuis 2014 et que donc le rythme de dégradation de la balance des paiements va ralentir et donc celui des réserves de change va ralentir. Bon, le dernier rapport, lorsque le gouverneur de la Banque centrale d'Algérie est passé à l'Assemblée nationale populaire, il a dit que pour 2016, les sorties de devises ont été de 29,6 milliards de dollars. Et si on prend la structure de la balance commerciale, malgré toutes les restrictions, il y a eu une baisse par rapport à 2015 que de 5,6 milliards de dollars. Donc, n'oublions pas que, selon les données de l'Organisation nationale de la statistique, au moment où je vous parle, c'est que 80% de la superficie économique de l'économie algérienne est constituée de petits commerces et de services. Le secteur industriel représente moins de 5% du produit intérieur brut, que les 70% des besoins des entreprises, qu'ils soient publiques ou privées, proviennent des importations extérieures. Si demain on met en place des projets, pour que leur rentabilité puisse être effective, faut pas compter avant 4-5 ans. Donc, à moins qu'on étouffe totalement l'appareil productif. Donc, vous dites, vous dites que c'est inquiétant en regardant les chiffres de ces dernières années. La courbe, elle est inquiétante pour la parité du dinar. On parlera tout à l'heure aussi de l'inflation. Mais évidemment, principalement pour les réserves de change. Mais vous n'avez pas l'air d'adhérer à l'idée du gouvernement selon laquelle cette dégradation va être stoppée à partir de maintenant. Vous pensez que la capacité de stopper la dégradation en contenant les importations, en développant peut-être des exportations nouvelles, vous pensez que ça n'interviendra pas dans ces 3 prochaines années? Non, il ne faut pas avoir une vision pessimiste. D'abord, je tiens à souligner que la situation est totalement différente des années 86. Les réserves de change fin 2014 sont de 114 milliards de dollars. La dette extérieure est inférieure à 4 milliards de dollars. Bon, maintenant, il faut aller vers des réformes structurelles. Moi, je n'ai pas une vision monétariste des choses. Il faut qu'il y ait une symbiose entre la sphère réelle et la sphère financière. Bon, même s'il y a des tensions de la balance de paiement pendant les 3 années, mais que ces tensions puissent dynamiser à terme dans 4-5 ans la sphère réelle, ça ne pose pas aucun problème. Regardez le déficit des États-Unis d'Amérique ou de certains pays européens. Bon, le grand problème, c'est d'avoir une vision stratégique pour développer l'appareil productif. Donc, je n'ai pas une vision négative de la politique menée. Monsieur Mebtoul, alors justement, sur un point précis. Donc, depuis quand même 2014, entre 2014 et 2016, maintenant on a les résultats sur 2 ans. Bon, 2014, on était à pratiquement 60 milliards de dollars d'importation. 2016, on sait qu'on est à un peu plus de 46. Donc, il y a une diminution quand même de 13 à 14 milliards de dollars sur les importations. Alors, vous dites,
est-ce que de votre point de vue, premièrement, est-ce que c'est un acquis positif? Et on n'a pas vraiment l'impression que ça a provoqué, disons, des problèmes considérables, ni en matière de croissance économique, ni en matière d'approvisionnement de l'appareil de production. Est-ce que vous avez des informations qui permettent de dire que cette réduction des importations, qui est quand même sensible, 13-14 milliards de dollars en 2 ans, est-ce qu'elle a créé des problèmes en matière de croissance économique et en matière d'approvisionnement de l'appareil de production? Non, moi je pense qu'il y a eu un effort notable de la part du gouvernement. Mais moi, je vous donne de relire le rapport qui a été adressé au président de la République entre 2007-2008 par Adlers, qui était l'ancien patron du Moyen-Orient d'Afrique du Nord de la Banque mondiale. Il avait dit que les surcoûts de projet étaient de 20 à 30%. Et là, il faut voir aussi les surfacturations, les transferts illicites de capitaux, etc. Donc, moi, je pense qu'il y a une prise, effectivement, de conscience du gouvernement. Et à tout malheur est bon, effectivement, cette chute du cours des hydrocarbures pour essayer que les importations ne soient pas pénalisées par des surcoûts par rapport aux normes internationales. Mais le grand problème, c'est que l'appareil productif est relativement faible pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu effectivement d'impact. Mais il y a eu un impact sur le processus inflationniste qu'on comprime, et on voudrait y revenir, par les subventions. Par les subventions. On va y revenir effectivement. Un des vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie a déclaré récemment à la chaîne 3 que il serait bon que la Banque d'Algérie, que le dinar cesse d'être la variable d'ajustement face au contre-choc pétrolier. Manière de dire, c'est au gouvernement de prendre maintenant ses responsabilités. Est-ce que vous considérez que la dépréciation du dinar sur ces 2 dernières années, à peu près 20% versus dollar, très peu par rapport à l'euro, doit s'arrêter? Elle s'est de facto arrêtée puisqu'elle n'a pas bougé depuis le juin 2016. Ou est-ce que vous pensez que il faut continuer à ajuster aussi par la dépréciation du dinar? Bon, vous savez qu'il y a une loi économique, toute dévaluation d'une monnaie, en principe, entraîne une dynamisation des exportations. On le voit à travers la lutte des monnaies entre le yuan chinois, l'euro et le dollar. Bon, en Algérie, je vous rappelle que le dollar faisait 5 dinars en 1974. Ensuite, vers les années 2005-2008, il faisait 70-75 dinars. Maintenant, il est à 110 dinars. Et nous sommes toujours, directement et indirectement, en exportation hors hydrocarbures, 96-97%. Parce que n'oublions pas que les 4% que donne l'ONS, à l'intérieur, 70%, c'est des dérivés d'hydrocarbures. Donc, ça n'a pas dynamisé les exportations. Moi, ça n'a jamais été l'objectif déclaré. Vous l'avez écrit, l'objectif, c'est donc toujours... le blocage est d'ordre systémique. Il a raison, le vice-gouverneur de la Banque centrale. C'est que maintenant, le grand problème, c'est de dynamiser la sphère réelle. Parce que regardez qu'est-ce qui s'est passé par le passé. Du fait de la chute des hydrocarbures, on a dévalué le dinar, tant par rapport à l'euro que par rapport au dollar. Oui. Mais regardez, lorsque vous dévaluez le dinar par rapport au dollar, vous gonflez artificiellement la fiscalité hydrocarbures. Lorsque vous importez en euros, vous gonflez la fiscalité ordinaire. Donc, effectivement, ça délimite. Le grand problème, c'est de relancer la sphère réelle. La question, c'était, est-ce qu'on a atteint cette limite? C'était ça ma question. Non, moi je pense... Vous pensez qu'il y a encore de... Non, actuellement, écoutez, la valeur du dinar est corrélée, ce n'est pas propre à l'Algérie, on le voit à travers le rouble russe, est corrélée aux réserves de change. Moi, je l'ai dit ici à Maghreb émergent lors de la précédente émission, que si demain les réserves de change s'orientaient vers 10-20 milliards de dollars, la Banque centrale serait contrainte de d'évaluer ou de faire glisser le dinar à plus de 200 dinars à un dollar. Ça c'est, mais le grand problème qui se pose, c'est est-ce que dans 3 ans, il y aura accompagnement d'une croissance de la sphère réelle pour éviter ce dérapage du dinar. Parce qu'on apprend aux étudiants en économie que la valeur d'une monnaie est liée certes à la confiance, parce que c'est un rapport social, mais liée au niveau de production et de productivité. Alors,
dans le contexte, on va venir à cet effort de la sphère réelle qui doit profiter de la rareté des finances publiques pour devenir plus performante. Hein. On va l'évoquer en deuxième partie. Mais si on est dans un scénario et nous sommes dans ce scénario de la répétition encore des déficits les 3 prochaines années, est-ce que vous pensez que est-ce que vous avez un commentaire sur la manière de financer ces déficits? Le gouvernement a eu recours à cet emprunt en 2016. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne démarche que de vouloir prioritairement mobiliser l'épargne domestique? Bon, le gouverneur de la Banque centrale vous a répondu. Il a dit que c'était un impact mitigé. Lui-même l'a dit, c'est pas moi. Donc, regardez vous le pensez aussi? Je le pense fermement. Je pense que le gouverneur a une position de vérité. Moi, je l'ai écrit. Regardez. Qu'est-ce qui s'est passé? L'objectif au départ, c'était de drainer le capital argent de la sphère informelle vers la sphère réelle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens qui étaient déjà dans la sphère réelle, ils avaient déposé leur argent dans les banques à 2% ou à 1,75%. Bon, lorsqu'on leur a donné 5 à 5,75, ils ont retiré leur argent qui était déjà dans la sphère réelle pour le replacer au niveau du bon du trésor. C'est ce qu'on appelle des actes spéculatifs. Donc, le grand... on appelle ça de la bonne gestion de trésorerie. Bon, ils ont raison. C'est-à-dire qu'ils gèrent leur argent en termes d'efficience. Mais moi, j'avais mis en garde que malgré les 5%, c'est que c'était lié au taux d'inflation futur. Or, si on va en parler, regardez le taux d'inflation a terminé en décembre 2016 à 6,4%. Il y avait à votre place ici, la semaine dernière, Monsieur Adlassi Bouakez, membre de la task force, notamment pour les questions financières, auprès du chef de gouvernement et du Premier ministre. Et lui préconisait de renouveler cette opération de levée de fonds publics dans les années qui suivent. Et il dit qu'il y a toujours un potentiel, à condition de changer certaines choses, notamment de sécuriser l'argent de l'informel, de donner plus de garanties à ceux qui ont de l'argent dans l'informel et qui voudraient les introduire dans le circuit formel. Vous en pensez quoi, Monsieur professeur Bebtoul? L'agent économique est rationnel. C'est-à-dire que tout dépendra de l'évolution du taux d'inflation. C'est-à-dire que si le consommateur ou l'opérateur quel qu'il soit, il sait que le taux d'inflation est lié à l'évolution du cours des hydrocarbures et des recettes de Sonatrach qui représentent 90% des recettes en devises. Si demain il perçoit intuitivement qu'il y a un fléchissement des recettes de Sonatrach, il saura automatiquement que le taux d'inflation va s'accélérer et que même la rémunération des 5,75% sera inférieure au taux d'inflation. Donc, il préférera acheter des terrains, acheter des logements, de la acheter devise, des bijoux, acheter des devises, voilà, l'euro, etc., pour se prémunir contre la lutte d'inflation. Donc, moi, je ne pense pas, parce que je l'ai dit, moi, j'affirme, d'après les informations que j'ai, le résultat a été très mitigé, puisque c'est de l'argent de la sphère réelle qui est parti vers la sphère réelle. On n'a pas drainé l'argent de la sphère informelle vers la sphère réelle. Monsieur Boutou, je voudrais revenir sur une expression que vous venez d'utiliser. Vous nous avez dit que le gouverneur de la Banque d'Algérie avait une position de vérité. C'est l'expression que vous avez utilisée. Et c'est vrai que dans les jours qui viennent de passer, disons, la presse, les médias algériens ont crédité, les commentateurs ont crédité le gouverneur d'une position de vérité. Moi, je voudrais revenir sur un point précis, parce que la fonction de la Banque d'Algérie, c'est principalement la gestion de la valeur du dinar. Hein. Bon, on a l'impression que la nouvelle l'équipe Baba Ami et Monsieur Mohamed Local a surtout été appelée aux affaires pour bloquer la dépréciation du dinar. C'est l'impression, il y a beaucoup de commentaires dans ce sens, il y a beaucoup d'informations qui vont dans ce sens. On a l'impression qu'on a remercié Monsieur Ben Khalfa et Monsieur Laksassi parce que ils avaient utilisé le dinar comme variable d'ajustement. Et comme par hasard, depuis disons juin dernier, depuis l'arrivée du nouveau tandem, la valeur du dinar est stabilisée, la valeur officielle du dinar est stabilisée. Alors moi, je voudrais que vous fassiez un commentaire. Est-ce que c'est d'abord ça, c'est une position de vérité, ça, c'est-à-dire la gestion administrative du dinar. Est-ce que ça ne crée pas des problèmes de distorsion entre la valeur officielle et la valeur parallèle du dinar, etc. Bon, comment est-ce qu'on traite est-ce que cette attitude qui consiste aujourd'hui à bloquer administrativement la valeur du dinar sur une longue période, est-ce que c'est pas porteur de menace pour l'avenir? Non, le problème qui se pose, tout dépendra comme je l'ai dit, de l'avenir, de la dynamisation de la sphère réelle.
Je vois, professeur, qu'on n'arrivera pas à vous faire critiquer Mohamed Loukal. Hein. Ça sera raté. Il y a un autre élément, c'est l'évolution des réserves de change. Si demain le cours est à 60-70 $, les réserves de change vont se stabiliser et automatiquement le dinar va se stabiliser parce que c'est les réserves de change qui tiennent à 70% la valeur du dinar. Moi, je salue effectivement l'analyse du gouverneur de la Banque d'Algérie. De mon ami, c'est un ami, du gouverneur, c'est pas parce que c'est un ami. Je pense que c'est une analyse réaliste parce que déraper le dinar comme forme d'ajustement, ça a montré effectivement ses limites, ça n'a pas permis de dynamiser la sphère réelle. Mais attention, si demain il n'y a pas de dynamisation de la sphère réelle, le gouverneur sera contraint à l'avenir de revenir parce qu'il va avoir, comme vous venez de le dire très justement, une distorsion entre la valeur sur le marché parallèle et celui de la cotation administrative. Actuellement, le marché parallèle il est à plus de 180 dinars. 187. Voilà. Pour 1 euro. Pour 1 euro. Donc le grand problème qui se pose, c'est des mesures transitoires, conjoncturelles. Nous, c'est-à-dire que la monnaie n'est qu'un signe, elle doit servir de support à la dynamisation. Professeur Mupte, langage de vérité, donc la Banque d'Algérie pousse un peu la patate chaude vers le gouvernement. Voilà, c'est à lui de faire la politique économique, ce n'est pas au gouverneur. Elle est où à ce moment-là? Vous avez évoqué déjà les subventions. Est-ce que vous considérez que le gouvernement a encore la latitude de différer le détricotage du système de la subvention universelle pour revenir à un système de subvention ciblé? Non, moi je l'ai dit à plusieurs médias et je le redis ici à la radio Maghreb Émergent. Il y a une cellule de réflexion entre le ministère des Finances et la chefferie du gouvernement qui est en train de réfléchir sur effectivement des subventions ciblées. Qui iront aux catégories les plus défavorisées et aux secteurs transitoirement qu'on veut effectivement dynamiser. Pour l'instant, ça touche quelle catégorie de produits? Non, pour l'instant, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que le système d'information au temps réel, effectivement, est déficient. Est-ce que vous connaissez la répartition du revenu et du modèle de consommation par couche sociale? Donc là, il faudrait effectivement... Moi, j'ai eu l'honneur, lorsque j'ai dirigé pour le compte du gouvernement en 2007-2008 le dossier carburant, j'ai envoyé une mission en Malaisie. Et à l'époque, le premier ministre malaisien était un économiste, un professeur agrégé. Il avait mis les meilleures compétences et il avait élaboré une chambre nationale de compensation qui faisait la péréquation intersocio-professionnelle et interrégionale, mais un système d'information au temps réel. Actuellement, le système d'information en Algérie, il est déficient et effectivement, mais ce qui est sûr, c'est que c'est injuste. Quelqu'un qui touche 30 000, 40 000 dinars bénéficie des mêmes subventions que celui qui touche 500 000 dinars. Ça ne peut pas durer. C'est source de gaspillage. Mais de ce que vous venez de dire, on n'a pas l'impression que ça va cesser. Non, mais pour l'instant, moi je le dis que c'est pas possible dans la mesure où il faut un système d'information fiable en temps réel. Monsieur Beptoul, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on nous parle de mise en place d'un système de transfert monétaire direct. Moi, je me souviens, il y a 3 ou 4 ans, un chef du gouvernement qui l'avait déjà évoqué. Il y a 2 ans, c'est monsieur Ben Khalfa qui l'avait évoqué précisément en disant qu'on est en train de travailler, on est en train de réfléchir. Là, monsieur Baba Ami a dit, il y a quelques jours devant les sénateurs ou les députés, on est en train de réfléchir. Moi, je veux bien qu'on continue à réfléchir, qu'ils vous disent que ça pose des problèmes de système d'information, mais je veux dire quand même, il y a quand même en Algérie aujourd'hui, il y a des think tanks qui nous disent, comme Nabni, qui nous disent qu'il y a 30 ou 40% de la population aujourd'hui qui sont en situation de vulnérabilité. Moi, je dirais, c'est pas mon discours habituel, ça, mais je suis un petit peu à contre-emploi, c'est plutôt personne qui dit ça depuis. Mais je veux dire, il n'y a pas que les gens qui touchent 30 000 dinars qui sont concernés aujourd'hui. Moi, je pense, il y a 500 000 handicapés qui touchent 5 000 dinars par mois. Il y a des millions il doit y avoir 1 million de retraités qui touchent moins de 10 000 dinars. Il y a des veuves avec des enfants qui touchent rien du tout. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi avec des enfants qui touchent rien du tout. Bon, il faut quand même à un moment donné, il va peut-être falloir qu'on arrête de réfléchir parce qu'on est dans une période, en plus, où les prix augmentent, où l'érosion du pouvoir d'achat de tout le monde, disons, est touche.
à un moment donné, il faudrait peut-être que les gens, on commence à se dire, commencer à faire les choses peut-être. Commencer à faire les choses, annoncer un certain nombre de mesures, avant d'avoir un système parfait de ciblage des populations. Moi, je pense que tant qu'on ne sera pas attaqué à la sphère informelle, qui représente plus de 50% de la superficie économique, on ne pourra pas mettre en place ce système. On a parlé de la CNED comme lieu de... Attendez, il y a un élément important. Moi, ce que vous dites, c'est des cas individuels. Actuellement, qu'est-ce qui évite l'implosion sociale en Algérie, d'après vous? Subvention. C'est deux éléments. C'est la crise de logement. La crise de logement, paradoxalement, permet effectivement... Non, mais ça veut dire que c'est les mêmes factures d'électricité, le même truc, le loyer, c'est ça revient très cher. Non, si demain le gars c'est le cercle familial, là, élargi. Il y a un élément... Est-ce qu'il y a toujours la même crise de logement qu'il y a quelques années? C'est un débat. Et c'est des subventions, même s'ils sont mal ciblées, etc., profitent, disons, par exemple, un jeune, je rencontre des jeunes et ils croient que je suis à la mairie, je touche 7 000, 8 000 dinars. C'est l'État qui lui donne cela, en fait. C'est ça, mais ça, c'est des solutions transitoires qui ne peuvent pas durer. Le grand problème, c'est effectivement, parce que si je veux supprimer les subventions, il y a un mécanisme qui se passe dans tous les pays d'économie de marché. J'augmente les salaires. Ça veut dire que je ne subventionne. Ça veut dire il faut que... Donc, mais le grand problème, lorsque 50% de la superficie économique est dominée par la sphère informelle. Regardez, moi j'ai parlé avec le ministre de l'Habitat. Il a un problème monstre pour les logements sociaux. Il y a des gens, et là c'est lié au système d'information. Il faut numériser tout ça, il faut informatiser. Vous habitez à Mbouagui, et vous avez des éléments à Oran ou à Alger, vous bénéficiez du logement social, on ne peut pas vous... il n'y a pas de fichier national, donc vous pouvez... Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Et là, je réponds à votre question. C'est que c'est une absence de volonté politique de la non-transparence du système d'information. Parce que un système d'information transparent dérange. Alors, vous parlez depuis le début de l'émission, professeur Mebtoul, de dynamiser la sphère réelle. Alors, une des façons de la dynamiser, c'est évidemment de relancer l'investissement, notamment l'investissement productif. Vous avez écrit récemment sur Maghreb émergent, encore une fois, un article qui appelle le gouvernement à corriger sa politique industrielle. Qu'est-ce que vous lui reprochez à la politique industrielle du gouvernement Sellal? Bon, moi je reproche rien à mon ami Malik Sellal. Je lui reproche rien du tout. On en reparlera tout à l'heure. Nous, on a des choses à lui reprocher. Oui, bon, d'accord. Moi, personnellement, je suis expert indépendant, pour que les choses soient totalement claires, et je suis connu pour être un réformateur depuis plus de 30 ans. Donc, c'est pas ça le problème. C'est que, d'abord, moi je pense que d'abord, dans l'organisation institutionnelle ministérielle, on a fait une lourde erreur, je l'ai dit au Premier ministre. On n'aurait pas dû intégrer la pétrochimie au ministère de l'Industrie et des Mines. Parce que là, ça pose tout un problème du prix du gaz, etc. Les compétences existent à son adresse. Ça a été une erreur d'avoir voulu rattacher, pour des raisons peut-être de pression politique dont on parlera pas ici. Bah non, enfin, si on en parle, Abdeslam Bouchouel est l'ami de Saïd Bouteflika, et donc il a une puissance plus grande que les autres ministres. Non, vous donnez trop d'importance. Le micro, remettez-le comme il était. Voilà. Non, vous donnez trop d'importance à. Pourquoi Bouchouel arrive, c'est le seul ministre de l'Industrie qui arrive à arracher ce secteur, plus les mines, au ministère de l'Énergie. Je ne rentrerai pas. C'est vous qui avez évoqué le sujet. Moi, je dis que c'est une erreur monumentale d'avoir... Une faiblesse du Premier ministre, peut-être aussi. Bon, en tout cas, voilà. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, je voudrais m'appesantir sur le manque de cohérence de la politique industrielle par rapport à 3 segments. Premièrement, les usines de voitures. Bon, dans la loi de finances 2017, c'est qu'ils bénéficient de tous les avantages. Bon, nous, on a fait un très large dossier avec beaucoup d'experts nationaux et internationaux, qui est paru d'ailleurs dans des revues internationales, que actuellement il y a une mutation très profonde de la filière automobile. D'ailleurs, on ne sait pas est-ce que ça va être des voitures hybrides, des voitures électriques, etc. Mais le seuil de rentabilité minimum est de 100 000 à 150 000 unités par an.
Or, ces privés qui veulent faire 10 000, 15 000 unités, ils vont bénéficier des avantages. Ils vont faire de l'argent pendant 3-4 ans. Mais aussitôt que les avantages terminés, ils vont fermer. Je mets en garde le gouvernement contre la faillite de ces... Pourquoi? Parce que même la sous-traitance, on dit qu'on a Professeur Mebtoul, vous mettez le gouvernement en garde contre la faillite des usines actuelles qui se lancent dans l'assemblage de l'automobile. Si elles restent à 10 000, 15 000 unités, c'est impossible. Il y a des gens qui disent oui, mais on est bien pourvu en gaz, on va faire du plastique. Est-ce que la coque de la Fiat et de Renault est la même? Ça veut dire que pour que j'achète une moule, il faut que je fasse une coque de 100 000, 150 000. Je la fais pas pour Fiat, etc. Donc moi j'ai discuté. Il y a un problème, il y a des pièces spécifiques à chaque unité. Donc, regardez la dernière nouvelle. Volkswagen, il s'installe où? Pour exporter peut-être s'installe en Tunisie. Pour 150 000 unités an. Et là, c'est pas confirmé ça. C'est pas confirmé. Oui, mais enfin, c'est des projets. Mais nous, on nous dit, Volkswagen s'installe pour 10 000, 15 000. Bon. On revient. Non, Monsieur Mebtoul, non, le projet Volkswagen en Algérie, c'est 100 000 dans 5 ans. C'est ce qu'a annoncé en tout cas Monsieur Al-Louis. On verra. Donc, et puis l'achat de voitures pour l'instant, la plupart des constructeurs mis sur le marché intérieur. Or, c'est lié au pouvoir d'achat. Est-ce qu'on va avoir tout ce pouvoir d'achat Vous situez à combien le niveau moyen du marché maintenant qu'on est revenu à une forme de normalité? 100 000, 150 000, 200 000 véhicules la taille du marché algérien, c'est quoi? Bon, la taille du marché, elle varie facilement. Ça dépend parce que c'est lié à la concurrence des autres modes de transport. Parce que c'est pas par plaisir que quelqu'un achète une voiture. Oui. Bon, à Paris, moi, je n'ai pas besoin d'une voiture, je prends le métro. Or, le système de transport, disons, public ou en commun, il est déficient en Algérie. C'est pour ça que les gens veulent acheter des voitures. Donc, on a bien compris, il y a un risque sur ce modèle-là de l'assemblage, il y a un vrai risque que vous venez de pointer. Non, c'est pas moi qui le dis, il y a une émission qui a été faite le 7 février 2017 à Al-Moudjahid. Et le patron, disons, un des patrons, disons, de la filière des concessionnaires dit, si on n'arrive pas à atteindre un taux d'intégration de 40%, toutes les unités vont fermer. Très bien. Vous avez cité 3 éléments dans la politique industrielle. Quels sont les 2 autres? Bon, le deuxième élément, c'est les mines. C'est un mythe de dire que les mines vont résoudre le problème des devises. Je prends par exemple le fer. Actuellement, la tonne de fer est à $50 la tonne. Même si vous exportez, disons, 3 millions ou 30 millions de tonnes. Faites vos calculs vous-même. Vous enlevez la règle des 49-51. Vous enlevez les charges. Il vous reste à peine 150 millions de dollars. Donc ça peut être pas. Donc il y a des gens. L'actuel ministre de l'Industrie a dit oui, le fer va être un substitut aux recettes d'hydrocarbures. Il faut pas qu'il induise en erreur les autorités du pays. Et moi j'ai fait un rapport que j'ai transmis à la présidence de la République avec des calculs précis des recettes du fer. Le phosphate, c'est pareil. Il est actuellement entre 100 $110 la tonne. Mais actuellement, il y a une restructuration de la filière fer, etc. Bon, le ciment, il faut pas être utopique, on n'exportera pas du ciment. Actuellement, il y a des installations de cimenterie à travers tout le continent Afrique et c'est très lourd. Mais là, c'est lié à un autre élément, c'est que les gens oublient que nous sommes à l'ère de la 4e révolution industrielle et qu'il y a de nouvelles méthodes de construction qui économisent le fer, le rond à béton à 30-40%. Qu'est-ce que vous voulez dire là? C'est-à-dire que là, bon, il y a quand même des projets industriels qu'on attend depuis longtemps en Algérie. Vous voulez dire qu'il faut pas exploiter le fer, faut pas exploiter le phosphate, c'est des mauvais choix? Je n'ai pas dit cela. C'est-à-dire que si demain on veut exporter, on a eu l'expérience avec ArcelorMittal, qui est quand même le géant mondial qui est parti. Il nous a laissé à notre propre sort Al-Hadjar. Oui. Bon, il n'est pas parti pour rien. Non. Il s'est redéployé sur d'autres filières au niveau international. Parce que, c'est-à-dire que pour pouvoir exporter, c'est-à-dire, bon, si demain, on transforme le fer en acier, c'est beaucoup plus rentable parce que l'acier est à peu près de $300, là, 400, ça fluctue suivant la nature de l'acier. Mais là,
est-ce que vous allez pouvoir pénétrer le marché mondial si vous ne faites pas un partenariat gagnant-gagnant? Et là, on revient à la règle des 49-51. Moi, je salue, effectivement, il y a eu quelque chose de positif à part du gouvernement, c'est plus inscrit dans le code d'investissement. Maintenant, la loi de finances, elle est beaucoup plus souple. Mais, pour revenir aux usines de voitures, les gens, 49-51, il en profite, le constructeur étranger. Il va rapatrier ses profits. Oui. Bon, moi, je vous donne un exemple. Et il faut que le gouvernement algérien me dise. Adrar, lorsqu'on l'a fait avec les Chinois, la raffinerie d'Adrar, lorsque les Chinois ont vu que ce n'était pas rentable, ils sont partis. Ils nous ont abandonnés à notre propre sort à Adrar. Oui. Ça fait beaucoup de monde qui nous abandonne à notre propre sort. Professeur, alors vous avez cité 2 pistes qui sont piégeuses. Vous venez de citer le modèle d'assemblage automobile qui est une sorte de substitution à l'importation. Bon. Et vous venez de citer cette illusion entre guillemets de l'exportation rentable sur les minerais ferrés. C'est très important. Vous avez un 3e point. Bon, ça Hassan est en train de suivre. Bon, le problème c'est la pétrochimie. La pétrochimie. Bon, moi j'ai la chance, j'ai un frère depuis 15-20 ans au Moyen-Orient qui est chef de projet. Vous savez que la pétrochimie connaît une crise mondiale au niveau du Moyen-Orient? Sur quelle ligne de produits? Sur pas mal de produits parce que c'est des surcapacités. C'est-à-dire que l'Algérie a raté son coche. Vous savez que, bon, moi j'ai été jeune conseiller au ministère de l'Industrie à l'immeuble Colisée 74 à 80. Et on avait commencé à faire les embryons de la pétrochimie, à Arzeux, etc. Parce que maintenant, ce qu'on oublie, c'est au niveau du marché mondial, lorsque les parts de marché se prennent, vous ne pouvez plus les prendre. C'est-à-dire que si vous construisez une unité pétrochimique, le coût d'amortissement est très très élevé. Or, déjà, les gens qui sont sur place ont des problèmes d'écoulement. Bon, moi, c'est-à-dire que le problème de la pétrochimie, c'est d'aller... si un partenaire veut effectivement s'associer avec l'Algérie, qui prennent les risques de placer nos produits sur le marché mondial. C'est ce qu'on essaie de faire avec Total, par exemple. Bon, il faut essayer, pourquoi pas. C'est-à-dire que la Sonatrach ne peut pas pénétrer seule le marché mondial. Et là, je reviens à l'idée qu'il y a une erreur dans la conception de l'architecture gouvernementale. Je souhaiterais que dans la prochaine réorganisation gouvernementale, et j'ai suggéré ça au gouvernement, que la pétrochimie revienne à Sonatrach. Très bien. Monsieur, on a l'impression que quand même l'orientation récente de la politique industrielle du gouvernement, c'est plus la substitution aux importations que l'exportation. On a l'impression, est-ce que la substitution aux même c'est particulièrement visible pour le ciment là. Bon, en 2016, on nous dit qu'on a encore quand même importé pour 350 millions de dollars de ciment, pour les matériaux pour l'acier, on nous a dit 1,2 milliard. Il y a encore de la marge de manœuvre en matière de substitution aux importations. Est-ce que ça c'est une bonne démarche avant de passer à la démarche exportation? Est-ce que non, oui. faut pas. Je pense qu'on peut faire les deux en même temps. Tout ce qui est, mais n'oubliez pas que vous êtes dans une économie ouverte. Vous demain, on ne peut pas vous interdire d'importer. On ne peut pas vous interdire d'importer. Donc, à quel coût se fait, nous on enseignait aux étudiants vers les années 70 la politique de substitution d'importation. Oui, je m'en souviens, moi j'étais j'étais jeune professeur, c'était une politique en vogue. Maintenant c'est terminé, ça veut dire qu'il faut investir au sein de segments, de sous-segments, de filières internationales en termes de coût et de qualité. Tant mieux, mais maintenant il y a des produits effectivement qui peuvent être compétitifs en termes de substitution d'importation, ils sont les bienvenus. Mais le grand problème qui se pose pour le gouvernement, vous écoutez le discours du gouvernement, on veut des exportations hors hydrocarbures. Oui. Parce que, moi je vous donne l'information, c'est que il y a une étude au ministère de l'Énergie, si on continue à cette allure, avec les subventions et la forte consommation intérieure, vous savez qu'on sera importateur de pétrole et de gaz 2025-2030. Maintenant... 2025-2030, c'est très proche. C'est très proche avec 50 millions d'habitants. C'est pas ce que dit monsieur Mazouzi, là. Il nous a dit qu'on en avait pour un siècle encore. Non. Mazouzi, moi, je pense que ça a été mal interprété, ces propos. Hein. Mal interprété ou mal énoncé? Mal énoncé, il a dû dire comme cela. Non, les études sont claires. Je vous donne un chiffre exact pour le gaz. Le Conseil des ministres
a dit, en février 2014, il a dressé le bilan, les réserves de gaz sont de 2700 milliards de mètres cubes gazeux et le pétrole, c'est 12 milliards de barils. Regardez si vous exportez 85 milliards de mètres cubes gazeux et si la consommation intérieure, ça c'est Mazouzi lui-même qui l'a dit, va être en horizon 2030 de 60 milliards de mètres cubes. Vous faites une division, vous arrivez à 2025, 2030. C'est ça. Vous n'arrivez pas à 100 ans. C'est que ça fait pas Bon, un siècle. maintenant, la politique aussi, et peut-être elle est un peu bonne, c'est la construction peut-être des raffineries, mais là, ça pose un véritable problème, parce que si on construit toutes ces raffineries, bon, effectivement, on va diminuer la facture d'importation, mais moi, ça me pose tout un problème de la future politique des transports. Est-ce que ces voitures qu'on est en train de créer vont être toujours à l'essence ou au diesel? Est-ce que demain, vous savez qu'il y a des voitures de nouvelle génération horizon 2020. Oui. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que la politique industrielle, elle ignore le nouveau monde. Monsieur professeur Mebtoul, on a envie de quand même, on arrive sur la troisième partie de cette émission. Vous êtes conseiller du Premier ministre, hein, de Monsieur expert auprès du ministre. Est-ce qu'il vous écoute? Bon, d'abord, je tiens, pour que les choses soient claires. Abdelmalek Sellal est un ami à moi depuis 1974. Ould Abbas est un ami à moi depuis 1980. Enfin, j'ai pas cité Ould Abbas, je voulais citer dans un deuxième temps. Non, on va faire les deux en même temps, voilà, parce que vous m'avez posé les deux questions. Non, c'était pas, Ould Abbas n'est pas un exécutif, hein. Il est à la tête du FLN, pour les amis auditeurs de Radio 1, vous avez accepté aussi de conseiller le secrétaire général. En tant qu'expert indépendant. Dans la perspective des élections législatives, pour voilà, que le programme du FLN essaie de s'inspirer de ce que vous allez proposer. Non, Abdelmalek Sellal est un homme qui écoute. Moi, je vous le dis franchement, moi j'ai des discussions très très longues avec lui. Bon, maintenant, moi je suis expert. Je suis connu et il m'a jamais dit effectivement orienté. Il m'a laissé toujours libre de ma pensée. Que ce soit les dossiers que j'ai faits sur la relance économique avec 25 experts, que ce soit le dossier opportunité et risque du pétrole et de gaz de schiste. Bon, il voulait voir clair. Bon, il me fait appel à moi comme il doit faire appel à d'autres. Par exemple, il vous écoute, mais est-ce qu'il suit vos conseils? Est-ce que vous trouvez, par exemple, qu'il va assez vite en matière de démantèlement des subventions? Parce qu'on a l'impression que là, ils vont de façon très prudente. Écoutez, moi, je suis expert, je fais des propositions. Lui, c'est un homme politique. Il tient compte à la fois des rapports de force et de la situation de la société. Bon, moi, je préfère. Bon, beaucoup de mes amis m'ont reproché, ils m'ont dit, vous êtes à son niveau. Bon, moi j'ai exercé d'importants postes de responsabilité équivalentes à celles de Abdelmalek Sellal avant qu'il soit Premier ministre. Parce que moi-même j'étais vice-ministre. Moi-même j'étais le deuxième personnage de la Cour des comptes au moment où il était sous-préfet. J'avais un poste beaucoup supérieur. Bon, mais c'est un ami. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les intérêts supérieurs de l'Algérie. Bon. Maintenant, vous me posez la question, est-ce qu'il tient compte? Bon, moi, c'est-à-dire qu'il m'écoute avec attention. Je lui fais les propositions d'une manière claire, nette et précise. Bon, jamais il m'a contredit. Bon, maintenant, on revient, on en a discuté tout à l'heure avec Ihsan, c'est que la période actuelle ne permet pas de faire les réformes. À cause des bon, périodes électorales. Moi, je pense que les véritables réformes se feront avec le nouveau gouvernement issu des élections législatives. Pas avant. D'accord. Alors, les élections législatives, à quel type de débat vous vous attendez? Quel type d'idées qui pourraient faire que de nouvelles orientations émergent dans le débat public? Bon, vous savez que l'Algérie, moi, je l'ai dit on m'a invité pour la révision constitutionnelle. Lorsque je suis sorti de la présidence, ça fait longtemps, je leur ai dit que l'Algérie traversait une phase cruciale de son histoire et que pouvoir et opposition doivent s'entendre. Moi, je ne crois pas, personnellement, ça c'est une idée que je défends, que sans un front social tenant compte des différentes sensibilités des gens,
on ne peut pas. C'est un aspect politique, c'est pas un aspect économique. L'Algérie va traverser une phase très très difficile parce que d'après les informations que j'ai, c'est terminé le baril à 80, 90, 100. Il va fluctuer entre 50, 60 sous réserve encore qu'il n'y ait pas effectivement une crise mondiale. Donc vous, en partant de votre expertise d'économiste, lecture de la conjoncture, de la prospective, vous dites on va passer une très forte zone de turbulence et que pour la traiter, cette zone-là, en sortir sain et sauf, il faudrait peut-être un gouvernement d'unité nationale ? Moi, je pense que on devrait s'orienter vers un gouvernement d'unité nationale, parce que moi, contrairement aux visions un peu de sinistre de certains, moi, je viens de donner un long interview à l'American Herald Tribune, où j'ai dit que toute déstabilisation de l'Algérie entraînerait une déstabilisation de toute la région. Moi, j'ai des contacts au niveau international. Moi, je pense que au niveau européen ou au niveau des États-Unis d'Amérique, personne ne souhaite la déstabilisation de l'Algérie. Mais pour qu'il n'y ait pas de déstabilisation, il faut aller vers un développement et vers effectivement ce front social que je souhaite. Alors, le développement, la réforme, on sent bien qu'il y a des résistances, puisque ça fait quand même 3 ans qu'on est dans la chute du prix du pétrole, dans le contre-choc, et les réformes n'avancent pas suffisamment vite. Vous considérez que les résistances viennent d'où ? Est-ce que c'est le cercle présidentiel qui, notamment le président de la République, qui est prudent, qui est dans un ancien modèle, qui veut pas ces réformes ? Est-ce que c'est d'autres centres d'intérêt ? Est-ce que c'est l'administration ? Est-ce que c'est l'armée qui avait un poids dans la politique ? Selon votre lecture à vous, qui freine ? Non, moi, il faut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Hein. Moi, je pense qu'avoir une vision négative, peut-être ça se sent pas, mais il y a eu des mesures quand même. Attendez, depuis tout à l'heure, vous dites l'inverse. Non, j'ai pas dit l'inverse. Vous dites qu'on n'a pas encore entamé la dynamisation de la réforme. Non, j'ai pas dit. C'est-à-dire les réformes structurelles de fond ne sont pas faites. Ça veut dire que les mesures il y a eu certaines mesures conjoncturelles qui pourraient effectivement amorcer à l'avenir les réformes structurelles. Mais moi, je mets en garde. Qui freine, Monsieur Beptoul ? Qui freine ? Non, moi, personne ne freine. Non, c'est pas. Ça veut dire que vous savez que les réformes. C'est quoi les réformes ? Alors, je vais vous poser la question autrement. Aujourd'hui, avec le CNI, par exemple, le Conseil national de l'investissement, qui décide politiquement entre quelques ministres, le ministre de l'Industrie a une voix prépondérante, de qui peut s'associer avec un investisseur étranger sur un projet supérieur à 50 millions 500 millions de dinars. Voilà. Donc, on a remonté le plafond. Et on sait que aujourd'hui, c'est un goulot d'étranglement, c'est des investissements importants, n'ont pas lieu parce que c'est cette instance opaque qui décide de qui doit être partenaire, qui peut enlever un projet à un partenaire pour le donner à quelqu'un de proche de tel ou tel cercle. Est-ce que vous considérez pas que quand même ici il y a un problème ? Non, c'est 5 milliards de dinars. 5 milliards, oui. 5 milliards de dinars. Non, le grand problème qui se pose, c'est que n'oubliez pas que lorsque quelqu'un fait un projet de 5 milliards de dollars, il puise sur les fonds de réserve de l'État. L'État a son mot à dire. Parce que ça veut dire qu'on va maintenir le CNI, mais le fonctionnement du CNI. Non. Dans une économie de marché, lorsque moi je suis General Motors, c'est mon fonds de devise. Ce n'est pas le fonds de devise de la Réserve fédérale. Ça veut dire que ces gens demandent à l'État algérien effectivement de bénéficier de l'allocation de devises, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à un cours administré. Ils vont pas acheter à 187 dinars $1. Donc, vous leur donnez une rente. Bon, l'État est à son droit. Non, je vais revenir à la question pour être franc avec vous. Vous savez que lorsqu'on fait des réformes, il y a des gagnants et des perdants. Ça a été fait, on a vu cela dans les expériences des pays de l'Est en transition. Bon, c'est-à-dire, vous me dites qui résiste. C'est-à-dire que actuellement, disons les réformateurs, moi je suis partisan des réformateurs. Nous sommes majoritaires dans la société, mais pas organisés. Tout le monde veut des réformes. Il y a une minorité organisée au niveau des différentes sphères du pouvoir et de la société civile qui est liée à des intérêts de rente et mais parce qu'elle est organisée, elle freine effectivement les réformes. C'est pour ça que pour accélérer les réformes,
il faut que cette majorité silencieuse s'organise en organisation, parce que c'est les organisations, c'est pas des individus qui Vous peuvent pensez trouver auprès du FLN que vous conseillez, vous pensez trouver un courant pro-réformateur? Non. Non, ma question est précise. Est-ce que vous pouvez penser trouver auprès du FLN des défenseurs des idées que vous défendez? Oui, à l'intérieur du FLN, c'est un front. Le FLN est un front, ce n'est pas... C'est-à-dire, il y a plusieurs tendances. Mais en règle générale, les députés du FLN ont toujours voté contre les lois qui essayaient d'ouvrir à la concurrence un peu plus. Non, c'est pas récemment. Vous êtes en train de parler des années passées. Mais moi, le constat que j'ai, pour éviter toute critique, c'est que je suis expert indépendant pour des dossiers au niveau du Front de Libération Nationale. Bon, mais pour vous rappeler, c'est pas la première fois que je dirige un dossier pour le FLN. C'est moi qui dirigeais le dossier sur le secteur privé en 1980, bien avant le cahier des réformes de Hamrouche, pour le comité central du FLN. Dans la commission économique qui était présidée par Blaise. Donc, monsieur, on arrive à la fin malheureusement de cette émission. Il y a quand même une question importante. Vous avez signé un papier récemment à Maghreb émergent qui s'intitule « La corruption est devenue un risque stratégique pour l'Algérie » et vous vous posez la question de la moralité des gens qui dirigent le pays et leur capacité à engager des actions lorsque ils sont suspectés de corruption. Monsieur Sellal est le premier exposé. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, il est cité à travers sa fille dans Panama Papers. Monsieur Bouchouerb est cité directement. Enfin, il a compté un Panama Papers. Ça vous pose pas de problème? Vous dites pas que ce monsieur-là ne peut pas conduire des réformes parce que ce qui va engager, il n'a pas l'autorité morale? Non, il y a une différence entre Sellal et Bouchouerb. Qu'on se mette d'accord. De niveau? Non, c'est-à-dire niveau de corruption? Non. D'après les informations qui ont été relatées par la presse, Bouchouerb est impliqué directement. D'accord. Bon, moi je ne peux pas commander mes enfants parce qu'il faut pas. Bon, on va pas juger. Est-ce que vous avez des preuves que celle-là a un compte bancaire? C'est pas ça le débat. C'est pas ça. On a la preuve que sa fille a un appartement à Paris. Ça c'est autre chose. C'est autre chose. Mais est-ce que vous pensez que pour conduire la période que vous avez décrite, très difficile, inquiétante, etc., ce personnel politique, Monsieur Sellal en premier, parce que c'est quand même le Premier ministre, a l'autorité morale pour conduire les réformes? À ma connaissance, celle-là n'a pas de compte bancaire à l'étranger. Maintenant, moi, je ne peux pas, si mes enfants me font un enfant dans le dos, je ne peux pas. Monsieur Sellal ne peut pas réagir devant le retour de Monsieur Chakib Khalil, qui lui est totalement, enfin, on va pas refaire le marché. Chakib Khalil n'est pas dans le gouvernement de Sellal, là. Oui, mais c'est le gouvernement l'a accueilli. Hein? Ça vous pose pas de problème? Comment il l'a accueilli? C'est pas Sellal qui l'a accueilli, à ma connaissance. C'est le président, c'est pas. Non, comment vous le président? C'est le FLN, c'est la fin que vous présidez. Le FLN a soutenu M. Saïdani, qui était en poste avant M. Djamaloud Abbas, a bien soutenu le retour de... Bon, écoutez. Non, la question c'est, est-ce que politiquement vous pensez qu'avec cet attelage, avec ces affaires, c'est vous qui pointez le problème, hein? C'est vous qui l'avez pointé dans un parti. Est-ce que vous pensez que c'est jouable? Non, c'est-à-dire que dans la phase difficile, d'abord, il y a la présomption d'innocence. C'est un élément important en droit, hein. On n'a pas le droit de condamner une personne. Moi, je voudrais qu'on différencie la personne de ses enfants. Parce qu'on a tous des enfants et ils peuvent tous nous faire un enfant dans le dos. Parce que je ne peux pas être responsable de mon enfant qui a 27, 28 ans. Bon, si vous me dites, Meptou, les responsables, il est corrompu. Je prends ma responsabilité. Parce que je vous dis qu'il y a une différence entre Bouchouerb et Sellal. Moi, à ma connaissance... C'est noté. Attention. Bon, maintenant, le gros problème qui se pose, c'est que dans la phase difficile, on reprend l'affaire de Fillon. Regardez, elle est dans l'état. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle mutation culturelle des populations. On ne peut pas dire à une population des sacrifices si les gens qui dirigent la cité n'ont pas une moralité. Et là, on revient à l'analyse d'Ibn Khaldoun du XIVe siècle. Donc, moi, je pense qu'actuellement, avec Internet, les réseaux sociaux, etc., les populations, que ce soit en Algérie ou ailleurs, exigent, bon, si vous voulez faire des affaires, allez faire des affaires. Mais lorsque vous voulez faire de la politique, donc vous devez mobiliser les citoyens, et vous devez avoir une profonde moralité. Et là, ça pose tout un problème des futures élections législatives. Voilà. Vous pensez que c'est un thème qui va être important dans les élections? Non, c'est un élément important parce que moi, si les gens, que ce soit le FLN, le REND ou ailleurs, mettent des gens immoraux,
Vous savez, le taux d'abstention en 2012, elle était de combien? De 65% avec le taux d'abstention, avec les gens qui n'ont pas voté. 65. Oui. 35%. Dans ce cas-là, si demain il y a 30% de votants et 70% d'abstention, c'est un échec total. Ça veut dire qu'on ne pourra pas, même le gouvernement issu de ces 30% ne sera pas légitime. Monsieur professeur Meptoul, le Premier ministre, monsieur Sellal, devrait peut-être vous écouter plus souvent et écouter vos conseils. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct ce matin. Merci beaucoup. Je vous remercie. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.